La 10e édition du marathon des presses organisé à Lubumbashi ce samedi 28 septembre a réuni les journalistes du Haut-Katanga et d'ailleurs pour discuter sur la question de redorer le métier du journaliste pour une presse responsable. Plus de détails dans ce journal. Un journaliste coordonnateur de la radio Maria Goma est mort, assassiné ce vendredi 27 septembre. Suivez la lumière sur ce drame dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir nombreux sur les ondes de la radio Logos Live pour cette nouvelle édition du journal mise en onde par Prosper Valek, présenté par Patient Moubiaï sous la coordination des Juvents Kadila. Voilà tout pour la une de ces journaux. Merci de rester les nôtres. Ouvrons directement ce journal par ses chapitres consacrés aux médias. Aujourd'hui, le marathon de la presse s'est tenu ce samedi 28 septembre 2024 à Lubumbashi. Une manifestation qui réunit tous les professionnels de la presse de l'espace Haut-Katanga et d'ailleurs dont Logos Life a pris part active à cet événement médiatique. Reportage de Florent Beningwe. C'est au parking du bâtiment Hypnose que le coup d'envoi de la 10e édition du marathon de la presse a été donné sous les thèmes « Tous pour une presse responsable » par Rebecca Faïla, l'initiatrice de cet événement. Nous sommes très honorés par votre présence, chers confrères et consoeurs. Avec notre thème aujourd'hui « Tous pour une presse responsable », 10 ans après, nous avions commencé avec notre slogan « La presse est une grande famille » et nous le savons, nous en sommes sûrs, la presse est réellement une grande famille. Marianne Yav, présidente de l'UNPC au Katanga et actuelle deuxième vice-présidente de l'UNPC au niveau national, a pour sa part présenté les invités de cette 10e édition. Alors pour cette 10e édition, il a été décidé par l'organisation du MAP d'inviter des aînés dans notre métier, mais aînés aussi en âge. Prenant les avenues Kassavubu, Kilela Balanda, dit 30 juin, Roué et enfin le point des chutes, le bâtiment Hypnose. Ici, la réflexion a été placée sous les thèmes « Est-il possible de concilier le métier des journalistes et celui des communicants politiques ?» dont Jean-Marie Kassamba, Marianne Yav et Frédéric Fougira ont exposé chacun selon la conception. De la presse, que nous avons pris l'habitude de célébrer chaque mois de septembre de l'année, parce que simplement l'organisation a décidé de célébrer au mois de septembre. Comme vous le savez, le monde entier célèbre la journée mondiale de la paix le 21 septembre. Et nous organisons ce marathon de la presse pour célébrer, pour dire que nous avons besoin de la paix. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Ça n'est également suivi d'un échange de questions-réponses pour mieux asseoir la réflexion sur les journalistes. Le tout s'est clôturé par un partage d'un repas dans une atmosphère de convivialité entre professionnels de médias. Toujours sur ce même chapitre consacré à la presse, une dizaine de journalistes de la radio Logos Live ont aussi pris part à ces marathons qui s'avèrent un cadre de réflexion pour restructurer la presse congolaise et relever les défis pour une presse responsable et intelligente. Suivez les réactions de ces professionnels des médias sur l'apport de ces marathons de presse dans ces propos recueillis pour vous par Patient Moubiaï. Voilà, je tiens premièrement à saluer l'initiative. L'initiative, lorsque vous vous rassemblez tous comme ça, vous éveillez en tout cas quelque chose en vous qui vous montre que la presse à Lubumbashi, la presse dans notre pays, c'est une grande famille. Et vous faites des contacts, vous partagez avec les autres professionnels des médias, ça fait du bien. Donc ce que moi je peux dire comme apport que j'ai eu aujourd'hui, au cours de cette initiative ou cet événement, c'est juste que ça nous a permis à savoir comment on peut exercer autant de métiers toujours dans le domaine des communications en tant que communicant politique, en tant que professionnel de médias comme journaliste,
à l'instar de l'un de nos mentors. Il s'agit bien sûr de Jean-Marie Kassamba qui a su comment concilier les trois dimensions. En même temps, il est le président de l'Union nationale de la presse congolaise. En même temps, il a géré la coordination de la cellule de communication du projet du président honoraire Joseph Kabila, les 5 chantiers. En même temps, il a été promoteur de médias et journaliste. Et donc, ça n'a pas été facile. Et donc, au cours de ce panel, nous avons beaucoup appris comment on peut rester objectif tout en exerçant autant de fonctions dans ce domaine et ne pas perturber, de sorte que l'une des fonctions ne perturbe l'autre. Et bon, il faut dire que c'est la 10e édition pour commencer, parce que les 5 premières années étaient juste constituées d'une course. Après la course, on s'émet un peu et puis on part. Depuis 2 ans maintenant, le marathon a été modifié sous format d'un cadre de réflexion où nous pouvons traiter des sujets qui nous concernent, comme il a été question aujourd'hui. Nous avons parlé sur est-il possible de concilier le journalisme en tant que métier et être communicateur en même temps d'un politique. Alors, ça a été des moments enrichissants avec des interventions musclées. Je pense que c'est quelque chose qui nous a fait du bien. Ça nous a permis de recadrer un peu certaines choses, même si nous pouvons travailler pour de politique et en même temps exercer le métier en tant que journaliste. Je pense que ces échanges nous ont permis aujourd'hui d'avoir une vision plus loin, plus claire sur ce que nous pouvons faire en tant que journaliste et aussi modifier et aussi laisser la part en tant que communicant d'un politique ou des autres personnalités publiques de côté. Voilà, la vice-deuxième présidente de l'Union nationale de la presse en RDC, Madame Marianne Niave, a le plus insisté sur l'aspect de l'éthique et la déontologie journalistique. Un aspect très important, il s'agit de textes qui régissent les domaines de la presse. Alors il a insisté que plusieurs d'entre nous, ou nos confrères journalistes, n'exercent pas ces métiers en respectant ces cadres-là. Et pourtant c'est très important, même lorsque nous sommes devant la justice qui nous traque pour un élément que nous avons traité. Mais si nous sommes dans l'observance de l'éthique et même de la déontologie, et donc nous ne serons pas confrontés à ça. Alors elle a mis beaucoup plus l'accent sur l'observance de codes de déontologie et d'éthique. Voilà l'édification que j'ai eue. Elle a évoqué également quelques aspects des confrères journalistes qui ont été arrêtés pour de telles raisons. Voilà l'édification que je bénéficiais de telles assises. Changeons de chapitre, cette fois-ci, parlons société. Dans ce journal débuté depuis lundi 23 septembre dernier, la semaine mondiale de sourds s'est clôturée ce samedi 28 septembre. Cette journée, initiée en 1958, vise à sensibiliser les personnes sourdes et à promouvoir les langues des signes. Les groupes de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique appellent à la ratification urgente de protocoles pour garantir leurs droits. Le directeur Kaouzi revient sur les difficultés qu'éprouvent ces personnes vulnérables dans ce reportage de Nicolette Numbi et Saint-Tiche Kina. Cette semaine s'engage à promouvoir la sensibilisation et l'inclusion des personnes sourdes au sein des sociétés afin d'informer le public sur les défis et les personnes sourdes. Au complexe scolaire EFATA, une école de cas spéciaux. Les enseignants éduquant les élèves dépourvus de la faculté d'expression soulignent les difficultés auxquelles ils sont débutés dans la dispensation de cours. Les pays dans lesquels nous sommes vraiment un pays en voie de développement. Nous n'avons pas l'équipement qu'il faut, en principe, pour dispenser correctement ce système d'enseignement. Ça demande beaucoup de choses. Mais c'est fait malheureusement que les écoles que nous avons, ce sont des écoles missionnaires. Qui veut dire, dans l'esprit du fondateur, c'était démontrer à notre gouvernement que les enfants sourds-muets ont toutes les capacités, si on lui donne tous les atouts, pour vraiment se développer. Mais il s'est fait malheureusement que notre gouvernement se recherche encore, parce que
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas une école officielle. Pour parvenir à dispenser les cours de façon compréhensive, ces instituteurs recourent à beaucoup de méthodes, renchérit-il. Moi, je suis formé pour ces enfants. Je suis très très content du fait que l'enfant sourd, il est sourd. Vous ne pouvez pas le changer, le faire sourd pour un entendant. Non, c'est difficile. Alors comme c'est difficile et que l'enfant ne sait pas parler, mais il sait du moins communiquer avec un autre moyen. Ces gestes-là, c'est une langue naturelle pour un enfant sourd. Il ne faut pas l'opposer aux gestes. Non, parler, non. Cet instituteur appelle les autorités à reconnaître et à traiter les personnes sourdes sur un pied d'égalité comme tous les citoyens. Parlons aussi éducation cette fois-ci. L'Organisation mondiale des Nations Unies célèbre selon son calendrier le 27 septembre de chaque année la journée mondiale du refus de l'échec scolaire. Une occasion de penser à tous ces enfants qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leurs études pour certaines contraintes telles que le manque de moyens, l'incapacité d'atteindre aussi le pourcentage recommandé pour la réussite. Découvrez de plus en plus d'explications dans ces focus qui portent la voix de Meshak Mukindi. Cette journée est célébrée à l'initiative de l'association de la Fondation étudiante pour la ville et ses partenaires. Le thème de réflexion de cette célébration s'intitule « Tous égaux devant la lecture ». Une intitulé qui met l'accent sur la nécessité d'accorder à tous les enfants du monde à se trouver une place au sein de l'école. Chaque année, 150 000 élèves environ quittent les systèmes scolaires sans diplôme, soit près d'un jeune sur 5. La lutte engagée concrètement contre l'échec scolaire implique les mois une réflexion approfondie sur nos politiques d'éducation avec l'ensemble des acteurs de l'éducation, notamment les professeurs, les instituteurs et les moniteurs pour ne citer que ceux-là. La journée du refus de l'échec scolaire est portée par un vaste réseau d'organisations représentant les enseignants, les familles et les parents d'élèves qui jouent un rôle très important dans l'éducation de leurs enfants. Toujours sur ce même chapitre consacré à la journée nationale du refus de l'échec scolaire, notre rédaction a approché un directeur des études et d'autres élèves ayant subi des échecs aux examens d'État sur la question de savoir comment gérer cette situation. Des éléments de réponse, c'est dans un reportage de Yolande Malangou. Chaque 27 septembre de l'année est célébré comme la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Sur cet aspect, le directeur Stéphane Mbombombo nous explique l'impact de l'échec sur les élèves. Un enfant qui a échoué, il doit nécessairement reprendre l'année. Il y a des conseils que nous donnons aux parents et nous nous faisons voir là où l'enfant a des faiblesses et il peut être encadré à la maison. S'il a besoin d'un encadreur, nous pouvons lui désigner quelqu'un, mais qui n'est pas son maître, quelqu'un d'autre. Il peut l'encadrer dans le domaine que nous avons jugé qu'il est très faible. Sur cette même question, Ursule Malango, ancienne élève de l'école Bomberger, nous donne plus de détails de ce qu'elle a enduré lors de sa première reprise de l'année en 6e des humanités. Je me souviens très bien concernant mon échec de la 6e. Ça n'avait pas été facile pour moi parce que je n'avais jamais échoué, même pas dans une période, depuis que j'ai commencé à étudier. Alors, c'était vraiment un choc, mais grâce au conseil de gens, grâce à la prière, et même Dieu avait vraiment intervenu et j'ai surmonté cela, mais j'ai signalé que c'était vraiment un coup dur pour moi parce que je n'ai jamais goûté à un échec, c'était ma première fois. Alors, grâce au conseil de gens, à la prière, et Dieu était avec moi, j'ai surmonté. Selon M. Benjamin, en tant que père des familles, il les encourage et établit les règles pour mettre un terme aux préoccupations inutiles. Bon, pour aider l'enfant à ne plus échouer, il faut l'accompagner, parce que les enfants sont sous la responsabilité des parents ou des tutelles. Accompagner l'enfant, c'est une responsabilité à prendre. Il faut aider l'enfant à bien s'occuper de ce qui lui est demandé comme charge,
prendre des dispositions, essayer de limiter son temps de jeu, limiter son temps de distraction, par exemple la télévision, et essayer de l'encadrer de manière à ce qu'il prenne conscience qu'il faut s'engager pour la vie. Et donc le parent ou le tuteur doit avoir un œil regardant sur l'enfant pour essayer de recadrer les tirs, limiter les occupations inutiles qui ne vont pas avec la réussite de l'enfant par exemple. Et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Il y a les enfants auxquels on peut juste donner un conseil pour faire réfléchir la personne et prendre conscience. Il y a les enfants qu'on doit accompagner, par exemple les tout petits, il faut leur aider à faire les devoirs, les préparer pour aller dormir, les accompagner à dormir, et ça dépend de l'âge de l'enfant et c'est que le parent ou le responsable peut prendre comme méthodologie et technique. Tous les acteurs majeurs sont appelés à bien encadrer les élèves qui subissent cette situation du refus d'échec scolaire. Ouvrant les chapitres consacrés à la sécurité dans ce journal, une vive tension s'observe ce samedi 28 septembre à Goma après le meurtre du directeur de la Radio Maria, Edmond Mondia. Un meurtre qui provoque l'émoi tant au sein de la presse locale que la colère des activistes de la société civile. Les troubles commencent ce vendredi soir au quartier Ndosho après que 3 hommes armés ont froidement abattu en pleine rue les directeurs de l'antenne de la radio catholique Maria. Toujours sur ces chapitres de la sécurité pour sa résolution 68.32 à la suite de la réunion des hauts niveaux sur les désarmements tenus le 26 septembre 2013 à New York. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 26 septembre de chaque année journée mondiale pour l'élimination totale des armes nucléaires. L'occasion pour la communauté internationale de réaffirmer son engagement. Cette journée permet de sensibiliser aux avantages socio-économiques d'un monde exempt d'armes nucléaires. Daniel Moukeba pour ce reportage. Dans le but de maintenir la paix et la sécurité mondiale, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a, suite à la résolution 6832 issue d'une réunion stratégique sur la stabilité sécuritaire au niveau mondial, instituée le 26 septembre, journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires, mettant en évidence les avantages socio-économiques d'une humanité exempte d'armes atomiques. Au regard de la situation actuelle caractérisée d'invasion et agression entre les nations, la possession de l'arme nucléaire est pour le détenteur une mesure de dissuasion et une menace permanente pour les dépourvus d'après Hosni Moubaraka. Les dangers des armes nucléaires sont multiples. Vous savez, quand un État dispose d'une arme nucléaire, l'autre, c'est comme on l'a toujours dit, la recherche de la sécurité engendre l'insécurité. Et plus ça crée l'incertitude chez les voisins, vous vous armez, moi je m'arme, l'autre s'arme, et il y aura des confrontations. Et par peur d'éviter que tel ou tel pays ne puisse disparaître de la carte du monde, et les armes nucléaires donnent ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Donc ça crée la peur à un État qui en dispose d'attaquer l'autre. Notons que la triste expérience du bombardement de 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki, a été l'élément déclencheur de l'implication des États du monde entier dans la recherche sur l'arme nucléaire ainsi que son invention, selon le chimiste Désiré Moussassa. Ce qu'il faut savoir, c'est le résultat de beaucoup d'années de recherche. Et après la triste expérience de 1940-1945 à Hiroshima et Nagasaki au Japon, pendant la période de la guerre mondiale, les nations du monde entier ont ouvert les yeux et chacun a voulu se prémunir en vue de parer les éventualités d'une guerre au cas où. Ça signifie à des gens qui se sont penchés à étudier l'arme nucléaire. C'est un processus scientifique qui consiste en des bombardements. Là, ce sont des termes techniques. Cependant, la proclamation de la Journée internationale d'élimination totale des armes nucléaires est utopique, selon ce chimiste. La France, donc dire qu'on va éliminer les armes nucléaires, c'est une utopie
parce que plus les années avancent, plus la menace devient grandissante et chaque État a besoin de se protéger. Et plus vous avez d'armes nucléaires, plus on vous craint. Récemment, il y a la Chine qui a fait des essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Il a fallu voir comment les autres nations ont réagi. Ils étaient dans une peur bleue. Donc, parler de l'élimination de ces armes, c'est rêver sur une petite île, hein? Ça, c'est mon point de vue. Merci. Éliminer les armes nucléaires pour les possesseurs revient à lui retirer la puissance et l'influence sur les moins puissants. Par ailleurs, posséder l'arme nucléaire reste le rêve de tout État afin de se protéger contre les États ennemis. La résolution 6832 préconise un cadre de négociation en vue de l'adoption d'une convention globale relative aux armes nucléaires interdisant la détention, la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la mise à l'essai, l'accumulation, le transfert et l'emploi ou la menace d'emploi de ces armes et prévoyant leur destruction. Chutant dans ce journal par cette information sportive, la rumeur qui circulait depuis quelques heures est devenue une information officielle. L'entraîneur belge Luc Eymael est nommé à la tête du staff technique de Saint-Éloi Lupopo en remplacement du Malien Mohamed Mangasouba, devenu directeur technique. Par la même occasion, les présidents du club a annoncé avoir pris acte de la démission du secrétaire général Dona Molongoy, qui s'est vu remplacé par Jean-Luc Capend. Séraphin Moussa nous en dit plus. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, a tourné enfin la page une semaine après l'élimination de son club à domicile aux interclubs de la CAF devant Bravos de Maquis de l'Angola lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Confédération africaine de football. Ces derniers a officialisé l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la tête du club jaune et bleu ce jeudi 21 septembre 2024. Luc Eymael, des nationalités belges, et les nouveaux entraîneurs des cheminots de Lupopo. L'aventure du Malien Mohamed Mangasouba se ferme, celle de Luc Eymael s'ouvre. Les tout récemment entraîneur des Aigles du Congo et ancien entraîneur de l'association sportive Victoria Club va découvrir une nouvelle aventure passionnante chez les jeunes et bleus de la Kenya. Les 16e des finalistes de la Coupe de la Confédération ne donnent plus satisfaction depuis 3 ans dans leur gestion de l'avantage dans ces rencontres curiales comme face à Amarumo Galante, USM Alger, Sekoukoun United, Bravos de Maquis et qui se sont fait prendre dans des moments très clés du match. Un aspect des choses qu'Elik et Maël doit tout appris améliorer. Pour une 10e saison de suite, il va goûter à la passion et aux délices de la Ligue 1, celle tableau sur lesquelles Lupopo s'aligne déjà le 6 octobre 2024 contre Chinkunku pour la première journée de la dite compétition. Son passage des 6 mois chez les Aigles du Congo est resté indéniable et d'un grand indicateur. Eymael a fait cavalier ensemble pour une très courte durée avec les Aigles du Congo où il a coché toutes les caisses du pari lui étant signé. Le club bleu s'est montré très surprenante et sensationnel au play-off pour sa grande première. Aussitôt nommé à la tête du staff technique des cheminots de Lubumbashi, Luc Eymael espère ramener Lupopo à un niveau supérieur. Des part et d'autre, Mangasouba a hérité la place de Christian Braconi étant donné celle de l'entraîneur physique. Signalons par ailleurs, le secrétaire général du club, Dona Molongoy, a également quitté son poste pour des raisons personnelles, étant remplacé à ses postes par les journalistes sportifs Jean-Luc Capend. Une nouvelle ère est déjà en impulsion par Jacques Aboula Katoué au sein de son club. C'est par cette information sportive que se boucle complètement ce journal mis en onde par Prosper Balek, présenté par Passion Biaï sous la coordination des Juvents Kadila. Ce journal vous a été réalisé par René Kassongo. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.